Bonjour, monsieur. C'est ça, non? Mesdames et messieurs, voici l'heure venue de la conférence de presse traditionnelle à l'issue d'un Conseil européen. C'est dire que les travaux sont terminés, que la conférence maintenant se disperse et qu'il nous faut gérer les décisions prises. Je le ferai d'une façon très schématique. D'une part, j'imagine que vous avez été tenus informés de l'essentiel, et d'autre part, ce sont les questions que vous me poserez qui permettront d'approfondir tel ou tel aspect de nos débats et de nos résolutions. Je vais donc énumérer les sujets abordés à la conférence de Fontainebleau. D'abord, nous avons examiné la situation internationale. Cela a occupé l'essentiel de la matinée d'hier. Autour d'un rapport, celui de Mme Thatcher, qui présidait la conférence de Londres, qui réunissait les pays industrialisés, laquelle conférence avait traité de nombreux sujets d'ordre économique, traité de certains problèmes politiques, en particulier dans les relations avec le tiers-monde, et sur la base de cette relation faite par Mme Thatcher, quelques précisions ont été apportées par les autres participants, c'était 4, plus le président de la Commission, donc 5 de Londres, afin de connaître l'opinion des autres membres de la communauté qui n'étaient pas présents à Londres. Cela a donné l'objet à un certain nombre d'échanges de vues qui ont été utiles. J'ai également relaté ce qui me paraît devoir être l'essentiel de mon propre voyage en Union soviétique. Après quoi nous avons abordé les contentieux, ou ce qu'il en restait, puisqu'à Bruxelles, la plupart avaient été résolus, mais plusieurs avaient été tenus en l'état par la non-résolution du problème communément appelé la contribution britannique. S'est ajoutée en cours de route une discussion sur une proposition allemande tendant à faire varier la TVA pour la production agricole de ce pays. J'entrerai, si vous voulez, dans le détail dans un instant. Sur la contribution britannique, la discussion a abouti à un accord. L'essentiel de cet accord, je vais vous le donner tout de suite. En 1984, un forfait d'1 milliard d'écus. En 1985, ou à partir de 1985, un pourcentage sur le déficit britannique sans que soient décomptés les prélèvements agricoles et les droits de douane. Je ne sais si vous vous souvenez que ce débat avait déjà eu lieu à Bruxelles, autour d'une somme totale estimée par le Royaume-Uni à 2 milliards d'écus, et comprenant, comme c'était le cas depuis 1980, c'était l'accord de 1980, les droits de douane et les prélèvements agricoles. D'où un débat de fond qui s'était engagé déjà depuis quelque temps. Un certain nombre de pays, dont la France, estimant qu'il s'agissait là de ressources communautaires qui n'avaient pas à être décomptées en plus de la TVA, elles
ressources nationales, ce qui ramenait le total à quelque chose autour d'1,6 milliard. Bien entendu, un pourcentage appliqué à une somme réduite ne donne pas le même résultat qu'un pourcentage appliqué à la somme totale. Donc sans prélèvement ni droit de douane. Ce pourcentage étant de 66%. Vous savez que les demandes initiales étaient, comme il convient dans toute discussion, nettement plus élevées, et que finalement, on en est arrivé à une donnée qui nous laisse très en deçà des accords initiaux de 1980 et qui aboutissent, parce que chacun y a mis du sien, à une somme jugée raisonnable par l'unanimité de la conférence. Une telle décision comporte diverses conséquences. En particulier, elle débloque le problème des ressources propres. L'augmentation des ressources propres à 1,4 est donc non pas décidée, c'était fait à Bruxelles, mais peut désormais entrer en application en 1986. Mais la décision a désormais le champ libre. En même temps, elle débloque les sommes accordées à la Grande-Bretagne à Stuttgart. C'était, je crois, 750 millions d'écus. Bref, le paquet, le fameux paquet dont on avait commencé à parler à Stuttgart, est désormais entièrement dénoué. Et tous les objets ou toutes les parties comprises dans ce paquet sont désormais acquises. Il n'est pas une seule des questions ébauchée à Stuttgart, étudiée à Athènes, débloquée pour partie à Bruxelles, qui reste aujourd'hui à discuter. Tout a été décidé sur tous les points. Il s'était greffé, vous ai-je dit, une discussion sur une proposition allemande. Cette proposition allemande tendait à une compensation nationale, pour que les agriculteurs allemands puissent bénéficier non pas de 3%, mais de 5% de TVA, variation qui se situe exactement sur le même terrain et dans les mêmes conditions que les 3% accordés à Bruxelles, avec une précision écrite dans le texte, à savoir que cette somme doit rester strictement égale à la compensation nécessaire qui doit résulter de l'application de l'accord de Bruxelles sur les montants compensatoires monétaires. Les 10 ont donné leur accord à cette mesure nationale. Ce n'est pas la première fois que cela se produit, mais les situations de plusieurs pays sont différentes dans ce domaine. Il est arrivé même à la France, qui n'avait pas à demander l'accord de la communauté pour ses aides nationales, de choisir d'autres techniques d'aide, mais ces aides ont déjà existé. Par exemple, nous avions accepté, nous, les Français, nous avions préféré faire des aides structurelles à la production laitière. C'était notre problème. Accord a été conclu également sur ce point. Entre le mois de juillet 1984 et le mois de décembre 1988. J'aurais dû préciser tout à l'heure à propos de la contribution britannique que cet accord était strictement lié à l'époque pendant laquelle les ressources propres nouvelles se monteront à 1,4 de la TVA. Dès lors que l'on serait conduit à augmenter, alors la discussion pourrait reprendre. En tout cas, les accords acquis n'ont plus d'effet, et si une discussion du même ordre devait être reprise à l'initiative de tel ou tel membre de la communauté, ce serait sur la table rase, c'est-à-dire qu'il a été entendu et décidé qu'il ne pourrait pas y avoir de précédent. Bref, dans l'année qu'on peut supposer se trouver aux alentours de, j'improvise, c'est la vie qui nous dira qui a raison, aux alentours de 1987, 88 peut-être,
quand les ressources propres à 1,4 seront épuisées, alors cet accord sur les 66%, sans les droits de douane et sans les prélèvements agricoles, pourra être repris, s'il est repris, sur des bases nouvelles. Cela ne durera en tout cas pas plus longtemps. Donc s'il y a une discussion sur le passage à 1,6 prévu à Bruxelles et maintenu à Fontainebleau à partir de la date estimée aux alentours de 1988, à ce moment-là, naturellement, cet accord sera périmé. C'est donc un pourcentage pour un temps limité. D'autres discussions ont occupé cette conférence de Fontainebleau. Elles ont tout abouti. Je vais vous en donner une liste rapide sans entrer dans le vif du sujet. Donc, je vous ai dit augmentation des ressources propres, 1,4, 1,6. Rappel de ces décisions de Bruxelles. Budget 84-85. Il y a un déficit actuel qui n'est pas réglé par les dispositions que je viens d'évoquer. Le principe a donc été adopté cet après-midi, ou plus exactement en fin de séance de ce matin, mais c'était déjà l'après-midi, a été adopté pour que ce déficit soit couvert par des avances, par tous les procédés qui seront proposés par la Commission, et dès maintenant, le Conseil des affaires générales est chargé, avec la Commission, de mettre en pratique ce principe. Deuxièmement, des orientations pour l'élargissement ont été rappelées ou fixées. Rappelées, c'est la date de fin septembre 1984 pour la négociation, avec vraisemblablement un retard pour la négociation avec l'Espagne, vraisemblablement, mais pas souhaité. Et dans ce cas-là, si cette hypothèse se présentait, il est demandé avec fermeté aux négociateurs d'en avoir terminé dans le courant de l'année 1984, de telle sorte que les procédures de ratification différentes selon les pays étant mises en œuvre, l'entrée de l'Espagne et du Portugal aurait lieu, comme prévu, le 1er janvier 1986. À ce texte sur l'élargissement ont été ajoutés un certain nombre de prévisions, en particulier la nécessité d'examiner entre partenaires de la communauté et avec l'Espagne et le Portugal 3 séries de problèmes, en particulier la maîtrise de la pêche, la maîtrise de la production vino-viticole, du vin, et l'harmonie dans les dispositions qui seront prises entre l'agriculture et l'industrie. Les décisions ont été prises sur le tiers-monde, c'était urgent puisque Lomé doit avoir des instructions dans les jours qui viennent. Elles ont été prises selon les vœux de la Commission et les pays d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique seront également traités de la manière qui avait été prévue. C'est-à-dire que également le volume global en chiffres réels qui avait été prévu, dont on avait parlé à Bruxelles, a été validé par la décision de Fontainebleau. Volume global égal en chiffres réels. Donc le maintien et non pas la réduction des aides. Une résolution a été rappelée sur Chypre. Elle avait été adoptée à Bruxelles. Depuis lors, une résolution a été adoptée à l'Organisation des Nations Unies, donc il a paru bon de rappeler notre position, la position unanime d'ailleurs, qui tente à ne pas reconnaître le fait accompli dans les conditions que vous savez pour la souveraineté de Chypre. Et toute une série de mesures, alors, tout à fait nouvelles sur la construction de l'Europe
ont été adoptés, surtout sur le plan des procédures, car notre Conseil aurait été hors d'état de régler le fond de tous ces problèmes en l'espace de quelques heures, surtout quand je vous en aurai donné l'énumération, vous vous en rendrez compte. A été décidé de créer un comité ad hoc, c'est-à-dire de personnalités désignées nommément par les chefs de gouvernement ou chefs d'État, échappant aux structures traditionnelles, mais en même temps sur toute une série de points fort importants, en liaison ou à l'initiative de la Commission, car il y a beaucoup de domaines prévus par le traité de Rome, du moins dans les compétences générales, et qui trouvent leur application pratique par le canal de la Commission, qui garde tous ses droits d'initiative. Au demeurant, ça a été une des constatations les plus fortes de la réunion de Fontainebleau que d'observer qu'il fallait restituer aux structures héritées du traité de Rome toute leur force, Commission ou Conseil des ministres en particulier. Ce qu'on a appelé l'Europe des citoyens fera l'objet des travaux de ce comité ad hoc qui devra rendre les résultats de ces études dans le courant de ce semestre. Déjà, je puis dire qu'un accord s'est fait, mais les modalités restent à établir, sur un document unique pour la circulation des marchandises, à l'image de ce qui se fait à l'intérieur du Benelux. Un passeport européen, la France a déjà édité ce passeport, les mêmes modalités ont été étudiées pendant de longs mois par quelques spécialistes, elles devront être appliquées par les 9 autres pays, Communauté européenne, République française. Les formalités aux frontières, vous savez que la République fédérale allemande et la République française ont décidé de procéder sans délai à l'élimination de tout contrôle sur le passage des personnes sur leurs frontières. Je veux dire, aucun contrôle douanier. Il peut rester des contrôles de police, bien entendu, terrorisme, drogue, fraude de toutes sortes. Mais le contrôle douanier sera levé. Le reste ne sera donc que l'exception. La banalisation, terme un peu obscur, qui signifie que la banalisation des postes de douane signifierait qu'il y aurait des postes de douane uniques pour les deux pays. Non pas partout pour l'instant, mais au point de départ, un certain nombre, qui seraient tenus par les deux pays. Bref, il n'y aurait pas deux passages à la frontière. Il n'y en aurait qu'un. Et il serait tenu soit par l'un, soit par l'autre des pays, ça dépend des arrangements, soit par les deux à la fois, c'est-à-dire qu'il y aurait des équipes mixtes. Là où il n'y aurait pas d'accord sur les personnes, puisque pour l'instant, l'accord dont je vous parle ne concerne que les Allemands et les Français. Et c'est à l'imitation de cet accord entre Français et Allemands que les autres sont invités à s'y joindre. Et toute une série de propositions qui seront examinées pour cette Europe des citoyens, aussi bien donc, j'ai parlé des passages de douane, des formalités, des passeports, pour les marchandises aussi. On pourrait parler des équivalences pour les diplômes, des études universitaires, des échanges de classe. Une idée un peu plus nouvelle peut-être, celle des volontaires européens pour le tiers-monde, des jumelages entre classes. Il a même été question de la frappe, de l'écu, de la chaîne de télévision européenne sur un canal. Telle était d'ailleurs la proposition française dans le cadre de ces travaux tels que vous les avez connus, avant que toute une série de propositions divergentes ne viennent oblitérer cette proposition qui sera inévitablement reprise. Bon, j'en passe. En tout cas, tel est le programme, indépendamment de toute autre proposition qui pourrait survenir sous l'autorité de M. Fitzgerald, qui devient à partir du 1er juillet président de la communauté d'Irlande, indépendamment de toute autre initiative de ce type, pour que l'Europe des personnes, l'Europe des citoyens, puisse se mettre en mouvement.
De même, même procédure pour l'environnement, autour d'un texte très précis, état aussi bien des pluies acides, de la déforestation, de la pollution des fleuves, des rivières, du plomb dans l'essence, etc., de façon à arriver à une réglementation européenne, profitant des travaux effectués par toute une série d'organisations, notamment actuellement un congrès à Munich, qui réunit les pays de l'Est et les pays de l'Ouest sur ce sujet. Mais certaines suggestions faites à Versailles il y a 2 ans et redites récemment à Londres. Même disposition pour la biologie et la santé. Il est entendu que toute une série d'études et de projets européens devront être décidés dans l'année 1984 pour une politique européenne propre à la biologie et à la santé, et on trouve la réplique de ce que je viens de vous dire dans le domaine de la recherche et de l'industrie, car priorité vient d'être décidée aujourd'hui pour que, dès maintenant, il soit procédé à des démarches européennes, harmonisation dans l'industrie de la biotechnologie et des télécommunications. Il y a bien d'autres domaines à aborder. Ces 2-là ont déjà été décidés. De même sur le plan culturel, mais là, ce sont les ministres de la Culture qui se sont réunis ces derniers jours. Ils nous auront fait connaître le résultat de leurs travaux, mais de toute façon, il y a habilitation pour les poursuivre. On pense en particulier à des harmonisations fiscales dans ce domaine culturel, mais aussi dans bien d'autres, spécialement sur le plan industriel, et aussi de la création intellectuelle et artistique. L'espace, comité, réflexion sur les projets de stations spatiales, orbitales, à partir de ce que l'on connaît, c'est-à-dire les résultats d'Ariane, Ariane 5, qui, comme vous le savez, sera en mesure de lancer des stations habitées dans l'espace. Cela nécessitera beaucoup de temps et d'argent, d'où notre volonté d'étudier ce problème dès maintenant. Sur le plan de l'espace social européen, toute une série de dispositions tournées essentiellement autour de la formation et de la lutte contre le chômage. Lutte contre la drogue. Voici l'ensemble des domaines dont la plupart sont nouveaux et qui désormais vont entrer dans la pratique quotidienne de la communauté. Dans le cadre de ces sujets, j'ai parlé de comités ad hoc, mais je vous épargnerai la précision par rapport à chacune de ces orientations. Plus de la moitié de ces orientations relèvent de la compétence de la Commission. Et à l'intérieur de chacune de ces rubriques, il y a déjà des compétences accordées par les traités et les accords. Il faudra donc que la Commission prenne des initiatives et que ces initiatives soient en harmonie et coordonnées avec celles des comités spécialisés. Monsieur le Président de la Commission, qui se trouve à mes côtés, mettra en œuvre l'ensemble de ce dispositif. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je puis vous dire. C'est assez long, mais en même temps c'est assez bref, parce que je viens de vous résumer en quelques minutes l'objet de travaux qui ont été fort longs et très absorbants pendant les nombreuses heures qui nous ont occupés depuis hier matin. Et j'en aurai terminé lorsque je vous dirai que la même procédure a été adoptée, toujours en insistant sur le rôle de la Commission, pour donner aux structures politiques de la communauté un élan nouveau, un contenu, un élan, et sans doute aussi que l'on définisse de façon plus précise leurs compétences relatives. D'une façon générale, d'ailleurs, par retour au traité, ou à l'esprit du traité, mais en allant sur certains points plus loin, c'est-à-dire en reprenant, sur le plan de l'étude, le plan Genscher-Colombo, les propositions du chancelier Kohl à Stuttgart, les propositions que j'ai faites moi-même à Strasbourg,
d'autres propositions multiples touchant au rôle de la Commission, au rôle du Conseil des ministres, au rôle du Conseil européen qui devrait désormais s'occuper soit d'arbitrer les conflits qui n'auraient pu l'être auparavant, soit de lancer les grandes décisions politiques, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et puis, l'exacte nature du secrétariat politique, plus actif et plus complet que cela ne peut être le cas aujourd'hui en raison des compétences accordées par le traité de Rome, l'ensemble de ces structures politiques sera, comme à une autre époque, et par assimilation, traité indépendamment de la Commission, ou plutôt à partir des propositions de la Commission, par une sorte de comité également ad hoc, adapté à cette tâche, je répète, à l'image de ce qui fut fait naguère en ce que l'on a appelé, les spécialistes nombreux ici s'y reconnaîtront très bien, le comité SPAC. Des personnalités, fonctionnaires ou pas, désignées par chaque chef de gouvernement ou chef d'État, se réunissant en dehors de toute procédure, gardant un lien extrêmement étroit avec le président de la Commission qui a naturellement droit automatique de participer à tous ces travaux et qui doit nous remettre dans le plus bref délai des propositions pour que l'union politique de l'Europe soit resserrée, tout cela en relation avec le Parlement européen qui sera saisi de l'ensemble de ces propositions et qui en sera en tout cas à personne de son bureau et de son président informé constamment. Dernière question, la présidence de la Commission. Il a été décidé d'observer une procédure semblable à celle, ou à peu près semblable, à celle qui a prévalu la dernière fois lorsque le président Thorn a été désigné. On s'en souviendra, c'était à l'époque une présidence italienne, celle de M. Cossiga, président du Conseil des ministres d'Italie, et M. Cossiga avait d'abord interrogé les uns les autres, ce que j'ai fait moi-même au cours de ces 15 derniers jours, et remis l'ensemble de ses propositions, examiné l'ensemble de ses propositions, puisqu'il continuait, lui, d'être le président, et dans les 3 semaines qui ont suivi, le Conseil, il a obtenu l'accord de tous sur le choix de l'actuel président, M. Gaston Thorn. Nous inspirons de cette procédure, mais là il y a un changement de présidence dû au roulement semestriel. C'est donc M. Fitzgerald qui réunira dans les jours qui viennent l'ensemble des propositions qui lui seront transmises, celles dont j'ai déjà connaissance et qui, dans le courant du mois de juillet, fera une proposition à l'ensemble des pays membres. Voilà, mesdames et messieurs, je crois vous avoir tout dit, ou à peu près tout, en tout cas l'essentiel. Et maintenant, j'attends vos questions. Monsieur le Président, Philippe Sassier d'Antenne 2. Monsieur le Président, Philippe Sassier d'Antenne 2. À votre avis, est-ce que cet accord sur la contribution britannique qui a empoisonné l'atmosphère de l'Europe pendant des mois, est-ce que cela marque une véritable relance de l'Europe, ou bien est-ce que cela permet de gagner du temps, puisque vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, les Européens auront de nouveau des problèmes financiers dans 2 ou 3 ans. Alors, on gagne du temps, ou bien est-ce que c'est une relance très forte? C'est une relance très forte, puisque cette affaire de la contribution britannique bloquait un certain nombre de décisions prises, fort importantes, prises notamment à Bruxelles. Je pense à l'augmentation des ressources propres de la communauté et à l'élargissement de la même communauté. Et d'autre part, il était très difficile d'engager un débat de fond sur la politique, sur l'Union européenne, sur l'union politique de la communauté, tant que l'on traînait derrière soi un contentieux aussi difficile. Cela étant fait, non seulement les autres contentieux ont été tout aussitôt débloqués, élargissement, ressources propres, arriéré de ce qui était engagé à l'égard de la Grande-Bretagne en 1983, ressources propres, c'est-à-dire le taux, 1,4, 1,6, délai d'élargissement avec l'Espagne et le Portugal, nature du débat, pêche, vin, etc., industrie, tout ça étant débloqué,
une relance très forte a tout aussitôt été décidée, puisque dans la foulée, nous avons pu régler le problème récent posé par l'Allemagne, et dépassant cet objet-là, décider le principe du règlement du déficit budgétaire actuel, et dépassant de loin tout cela, engager toute une série de politiques nouvelles que je vous résumerai en disant politique nouvelle. Europe des citoyens, formalité de frontières, passage, personnes, marchandises, équivalence universitaire, diplôme, toute une série d'initiatives tendant à associer l'Europe dans des démarches de toutes sortes, information, chaînes de télévision, surtout culture naturellement, jumelage, environnement, biologie, santé, culture, recherche, industrie, biotechnologie et télécommunications, espace, projet de station orbitale, espace social européen, lutte contre la drogue, et enfin, ce qui est la marque décisive de cette relance, la remise en chantier des structures sur la base du traité de Rome, et donc se rapprochant du moment où l'élan initial fut donné pour repartir vers de nouveaux horizons, adaptés à ce que nous pouvons connaître du monde en 1984. C'est donc une forte relance de l'Europe, la communauté européenne, à laquelle nous venons d'assister à la conférence de Fontainebleau. Monsieur le Président, Georges Bortoli. Je voudrais, Monsieur Bortoli, peut-être aurais-je dû le faire plus tôt, mais pour que votre information soit plus complète encore, avant que vous ne me parliez, mais je vous retiens tout de suite pour répondre à votre question aussitôt après, Monsieur Thorne pourrait peut-être compléter ce que j'ai dit, enfin tel qu'il le voit lui-même. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, mais je pourrais être très bref après les explications que vous avez données, mais je voudrais associer quand même la Commission et dire que ce qui était essentiel, c'est que nous remettions l'Europe en marche. Le Président de la République l'a souligné, avant de relancer, avant de s'engager dans de nouvelles politiques, il fallait garantir qu'on ait la cohésion nécessaire et donc déblayer le terrain de ce problème qui nous a beaucoup, disons-le franchement, empoisonné et qui a bloqué pendant trop longtemps. Eh bien, je suis heureux que, grâce à la présidence française en tête, grâce au Président de la République, à messieurs les ministres Chesson, Dumas et tous leurs collaborateurs, pendant ces 6 mois, on a travaillé d'arrache-pied. Eh bien, on y est parvenu, peut-être un peu plus tard au cours de la journée qu'on l'avait espéré ou souhaité, mais c'est chose faite. Alors, vous demandiez tout à l'heure, oui, on gagne en toute hypothèse du temps, et il faut gagner du temps dans la vie si on veut se préparer à de nouveaux devoirs et aller de nouveau de l'avant. Mais le Président de la République l'a expliqué, il n'y a pas que ça. Je lui suis reconnaissant aujourd'hui d'avoir même mis le doigt sur les petites choses, d'avoir refait un peu de cette Europe des citoyens pour la rendre tangible à chacun de nos citoyens et d'ouvrir les perspectives d'avenir. Il eût, comme moi, souhaité qu'on puisse être plus précis, aller de l'avant. Hélas, le problème budgétaire nous a encore trop bloqués, mais la voie royale, la voie européenne, disons, est maintenant ouverte, et à M. Gareth Fitzgerald et aux autres qui nous accompagneront d'aller de l'avant dans ce domaine. L'élargissement aussi redevient possible et beaucoup de politiques nouvelles. Enfin, nous pourrons répondre aux défis que nous pose le temps présent. Voilà ce que je voulais dire en résumé. Ce qui est essentiel, un regret, c'est que le temps nous fut mesuré et que donc nous n'avons pas pu résoudre tous les problèmes budgétaires qui se posent. Maintenant, les ressources propres sont approuvées en principe. Il nous faudra encore régler le problème budgétaire de 84-85, mais on a pris l'engagement de le faire à courte échéance. Donc, tous les espoirs sont permis, et même on a recentré les problèmes et on a remis le problème institutionnel là où il devait toujours être, c'est-à-dire en première ligne, et on s'est préoccupé de l'avenir sans toucher au traité, sans jamais vouloir remettre en question les traités. Voilà tout ce que j'avais ajouté, Monsieur le Président, et ou à confirmer. J'ajouterai simplement qu'il n'y a plus un seul contentieux existant. Il y en aura d'autres, c'est la vie. Mais à la date où je m'exprime, par rapport à ce que je connais personnellement, moi, depuis 1981, premier sommet, celui de Londres, il n'existe plus un seul des contentieux que j'ai trouvé en 81, en tant que membre de la conférence,
ou qui sont nés depuis lors. Il ne reste pas un seul. Et la remarque de M. Thorne s'applique au déficit actuel, qui est la dernière question à régler, qui ne pouvait pas l'être par un organisme qui n'a pas vocation pour cela, mais qui avait vocation pour donner l'ordre politique de couvrir ce déficit. Il appartient maintenant aux instances qualifiées d'employer les procédés qui paraîtront les meilleurs. Et en plus de cela, c'est-à-dire la liquidation de tous les contentieux, sans exception, 9 chantiers nouveaux ont été ouverts à la compétence de la communauté européenne, 8 chantiers de l'ordre de l'Europe des citoyens, de l'environnement, etc., etc., et un 9e, l'Europe politique. Monsieur Bortoli. Monsieur le Président, je voulais vous demander si, dans cette affaire de la contribution britannique, certains ont fait plus de concessions que d'autres, ou si vous décerneriez un brevet d'égale bonne volonté à tous. Après ce que vous venez de dire, vous venez de m'enfermer. Je ne peux que déclarer qu'une égale bonne volonté s'étant soudain saisie des 10 délégations dans un élan d'enthousiasme inattendu. Nous sommes parvenus enfin à un accord. Je suis encore président de la communauté pendant, voyons, nous sommes le 26, eh bien encore 4 jours, je resterai diplomate 4 jours. Là, ouais. Bon, dans la réalité, la contribution accordée, plutôt la restitution sur la contribution accordée en 1980 a représenté en fait, parce qu'il y a eu un trop perçu, 110 à 130% de la contribution britannique. 110 à 130%, c'est-à-dire qu'on lui a rendu plus qu'elle n'avait versé au total. C'est ce qui m'avait paru un peu excessif. Bon. Sans trop perçu, l'accord reposait s'il n'y avait pas eu de trop perçu, c'est-à-dire une mauvaise estimation du chiffre, du déficit prévisible. C'était 80%. Sur le papier, ça a été 110 à 130. Les demandes britanniques ont varié. Lorsqu'elles reposaient sur les prélèvements agricoles et sur les taxes douanières, elles pouvaient se contenter d'être plus modestes, mais la modestie s'arrêtait quand même aux 2 tiers. Lorsqu'il n'était plus question des 2 ressources communautaires, taxes douanières et prélèvements agricoles, pour obtenir le même chiffre, le calcul britannique montait plus haut, c'est-à-dire au moins aux 3 quarts. Dans certains calculs, même, on approchait 90%. Ce qui d'ailleurs sortait de l'encouragement donné en 1980. Finalement, il a été décidé 66% sur la contribution britannique après soustraction du déficit britannique, j'abrège un peu trop, du déficit britannique annuel, examiné annuellement, ce 66% restant la règle, moins les 2 taxes ou prestations que j'ai citées, c'est-à-dire sur un chiffre inférieur. Et cela jusqu'à épuisement des ressources propres nouvelles 1,4. Monsieur le Président. Monsieur le Président. À vous d'apprécier pour le reste. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Écoutez, ces 2 personnes, là j'ai vu monsieur, Monsieur alors le j'ai... Président. Mesdames, Oui. je m'excuse, c'est Monsieur ce le monsieur qui Président. parle. C'est ce monsieur qui parle. Président, Istvan Telkaï de Libération. La solution des problèmes de la contribution britannique et des problèmes budgétaires va-t-elle entraîner une augmentation de la contribution française? J'aurais dû vous dire, et c'est vrai, je ne l'ai pas dit, que l'Allemagne, qui participait jusqu'alors pour la moitié de ce qu'elle devait, c'est-à-dire 18%, 36% de sa part sur la TVA, va passer de 18 à 24%, c'est-à-dire de la moitié aux 2 tiers. Il y a donc une augmentation de la part allemande, ce qui entraîne automatiquement une diminution de la part française, en pourcentage naturellement.
et de tous les autres, en pourcentage, des chiffres étant variables au gré du déficit. Mais on ne peut pas les prévoir. On peut prévoir malheureusement que le déficit augmentera au moment de l'élargissement. Mais on ne peut pas prévoir exactement. C'est pour ça qu'un pourcentage était nécessaire. Mais madame, je ne vois pas bien vu. Oui. Christine Claire du Figaro Magazine. Oui, mais je savais bien, ce qui est un privilège pour moi, reconnu votre voix, mais je ne vous vois pas. Je suis tout là-haut. Monsieur le Voilà, Président, maintenant, j'entends la voix, j'ai la vue, c'est parfait. cet accord aura-t-il, selon vous, pour conséquence de diminuer le mécontentement qui s'est exprimé récemment en France, en particulier à l'occasion des élections européennes, contre la politique de votre gouvernement? Oh, ça, je n'en sais strictement rien, parce que je m'étonne de plus en plus de ce mécontentement, qui me paraît vraiment peu fondé, que je comprends très bien lorsqu'il s'agit de catégories socio-professionnelles durement touchées par la crise et par l'effort courageux de restructuration industrielle engagé par ce gouvernement et en même temps de tenue de nos prix pour éviter que l'inflation ne contrarie toute notre œuvre de redressement. Donc c'est dur pour ces catégories-là. Mais pour ce qui est du mécontentement qui se greffe sur ces situations malheureuses, que nous entendons précisément corriger par les résultats de notre politique à laquelle nous sommes appliqués, alors là, je ne prétends à rien, non, madame, je ne prétends pas que l'Europe occupe à ce point les esprits qu'elle soit en mesure de répondre à toutes les questions. Pour tout citoyen impartial, honnête et réfléchi de votre genre, cela paraîtra évident. Monsieur le Président, il y a un mot, s'il vous plaît, que vous n'avez pas prononcé dans le préambule de votre sur le préambule que vous avez fait sur les travaux du Conseil. C'est le mot terrorisme, dont vous savez qu'il y a beaucoup de pays communautaires qui souffrent. Est-ce que le Conseil n'a pas abordé cette question, ou bien, s'il ne l'a pas abordé, est-ce que cela a une signification particulière, s'il vous plaît? J'ai été très bref sur le contenu du rapport de Mme Thatcher après Londres, qui a été occupé quand même 1h30 de notre conversation en début de travail hier matin. Et parmi les questions qui avaient été traitées à Londres, vous vous souviendrez qu'il y avait le terrorisme. Et cela a de nouveau été évoqué, c'est-à-dire que la communauté entend bien se donner à elle-même les moyens qui ont été évoqués au sommet de Londres, de façon à harmoniser nos politiques. Et alors j'ai dit quand même un mot tout à l'heure, le mot a été prononcé, contrairement à ce que vous dites, mais vous avez le droit d'être distrait, lorsque j'ai dit que pour le passage libre des frontières, terrorisme, drogue en particulier, ferait quand même l'objet d'observations de police. Tout n'est pas permis. Monsieur le Président, Radio Suisse Romande, André Nusslet, cette volonté de relance politique manifestée aujourd'hui par les chefs d'État et de gouvernement n'est-elle pas un peu ternie par la réaction des citoyens des pays européens qui ne se sont pas déplacés en très grand nombre lors des élections européennes d'il y a 10 jours? Naturellement, vu de Suisse. Bon, peut-être, peut-être pas. Ça vient peut-être un peu tard. J'aurais souhaité que ce fût plus tôt. À vous de commenter. Monsieur le Président, Yves-François Talmont, agence radio Aircom, France Cap Communication. Monsieur le Président, il avait été question, je crois, d'étudier l'éventualité de création, peut-être dans l'avenir, d'un drapeau européen, voire même, si j'ai bien compris, d'un hymne européen. Cette information était-elle prématurée? Non, elle fait partie, en effet, des décisions prises, mais je vous ai épargné une liste qui vous aurait tenu un quart d'heure de plus. Il y a une très longue liste, mais il y a emblème, en effet, il y a hymne, il y a équipe sportive européenne. Il y a beaucoup de choses encore, vous voyez. Mais réservons les bonnes surprises, que chaque mois apporte sa moisson nouvelle d'informations. Si je dis tout aujourd'hui, ça manquera de charme. Et puis si certaines des choses que je viens de dire ne se font pas, alors qu'est-ce que j'entendrai plus tard? C'est pour ça que je suis très prudent. Monsieur le Président, Paolo Valentino de l'agence Kronos. Vous n'avez pas coté dans votre exposition initiale les projets de traité pour l'Union européenne du Parlement qui, à Strasbourg, vous êtes déclaré prêt à examiner et défendre. J'ai eu l'impression que vous avez été moins chaleureux par rapport à ces projets et ce que vous avez fait à Strasbourg. Écoutez, il faut que j'étudie mon ton.
ma mine, que l'on trouve quelquefois un peu blême. Je dois dire que depuis hier matin, hein, je voudrais bien vous y voir. Je voudrais bien vous y voir. Mais ça va plutôt bien. Et c'est pas quel était mon ton, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, on a adopté pour la première fois un comité d'ISPAC dont les professionnels ou les bons connaisseurs des problèmes de l'Europe et du journalisme à propos de l'Europe savent ce que ça veut dire. Le système qui a réussi et qui doit réussir pour que le contenu, j'ai cité, des propositions Genscher-Colombo, des propositions Kohl à Stuttgart et de mon propre discours de Strasbourg puisse entrer dans les faits. Nous avons créé la procédure avec mission d'aboutir. Comme vous le savez, il y a divers pays qui font sur ces propositions des réserves extrêmes. Les 10 pays de la communauté ne sont pas exactement en harmonie sur ce point. Les 6 pays originaires, oui, c'est facile. D'autres encore, pas tous. C'est donc une discussion qui s'ouvre, mais cette discussion crée obligation pour les pays qui en sont convaincus et qui de toute manière ouvriront pour eux ce chemin. Monsieur le Président, deux questions. J'ai également parlé du Parlement tout à l'heure en disant qu'il serait saisi. Nassir Mouroué, le Liban. Une question européenne, si vous permettez, une autre moyen-orientale. La première, ayant réussi à résoudre le contentieux, régler le problème de cette communauté, est-ce que vous comptez maintenant, est-ce que maintenant l'Europe pourrait marcher à une seule vitesse? Autrement dit, est-ce que la question de double vitesse est autonome, indépendante de la question de... Deuxièmement, est-ce que vous avez traité du problème du Moyen-Orient? Est-ce que le Conseil va répondre à la requête lancée par le secrétaire de la Ligue arabe pour tenir une conférence internationale sur le Moyen-Orient? Et merci. Sur l'Europe à deux vitesses, la question a été posée par un participant. J'ai d'ailleurs tenu à préciser que chaque fois que j'avais parlé de ce sujet, moi-même, après beaucoup d'autres, géométrie variable, de vitesse, tout ça sont des expressions usuelles depuis déjà plusieurs années. Mais lorsque je l'ai employé, je n'ai jamais dit la communauté à deux vitesses, j'ai toujours dit l'Europe à deux vitesses. Exemple, le jet à Culham, en Angleterre, les 10 pays de la communauté, plus la Suède, plus la Suisse. C'est une géométrie variable par rapport à la communauté à 10. Ça fait 12. Exemple, Airbus, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, en France, Espagne. L'Espagne non encore membre de la communauté. Géométrie variable. Ariane. Bien d'autres projets peuvent être à géométrie variable pour l'Europe. Tel ou tel pays de l'Europe des 10 ne s'interdit pas de travailler à la construction européenne avec des pays qui n'y appartiennent pas. N'est-ce pas, monsieur? C'est le cas de ce que j'ai été visiter à Genève. C'est également le cas de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le jet à Londres. Donc la communauté à deux vitesses, ça poserait d'autres problèmes que je n'ai jamais abordés. Si la communauté telle qu'elle est s'était refusée à toute avance, à toute relance, le problème se serait certainement posé pour les partisans d'une Europe vivante, active. Les progrès de cette journée permettent pour l'instant d'en faire l'économie et d'avoir confiance dans la réussite de ces diverses relances. Nous jugerons sur pièce. Sur la deuxième question, Moyen-Orient, nous avons en effet reçu la lettre de M. Klibi, secrétaire général de la Ligue arabe, à propos de cette conférence, et nous avons renvoyé au Conseil des ministres, dont c'est d'ailleurs la tâche, car après tout, notre Conseil européen s'est occupé, même au cours de ces 2 dernières journées, d'un certain nombre de questions qui auraient pu être de la compétence du Conseil des ministres. Mais comme ça avait pris beaucoup de retard, on a préféré le faire. Eh bien, cette question sera examinée par le Conseil des ministres. Radio J. Shalom. Monsieur le Président, Radio J. Shalom, à propos du Moyen-Orient toujours, est-ce que les conversations que vous avez eues avec M. Papandréou vous permettent-elles de penser que son pays reconnaîtra l'État d'Israël? Et dans la négative, est-ce que les pays européens peuvent l'accepter? Eh bien, cher monsieur, je dois dire, à ma plus grande confusion, que je n'ai pas songé à lui poser la question.
malgré l'extrême attention que je porte au problème du Proche-Orient, je n'ai pas pensé à demander à M. Papandréou si son pays reconnaîtrait Israël. Alors, à ma connaissance, je crois qu'il l'a reconnu, mais enfin, très bien. Il y a une reconnaissance, mais il n'y a pas de relation diplomatique. C'est encore plus subtil. C'est le cas de l'Espagne, d'ailleurs, je crois. Bon, le Portugal, il n'y a pas si longtemps. Non, donc nous n'en avons pas parlé. Nous allons maintenant, je vais vous quitter, il faut que je rejoigne Paris. Monsieur. Giovanni Russo du Corriere della Sera di Milano. Je peux avoir votre jugement sur le rôle que la délégation italienne a joué dans le déblocage du conflit avec la Grande-Bretagne. Et seconde question, est-ce que vous pensez que l'Italie sera plus disposée à collaborer pour acheter l'Airbus ou pour faire une collaboration technologique et même pour l'élargissement de la communauté européenne avec l'Espagne? Merci. Contribution remarquable, d'une efficacité rare. Monsieur, c'est la dernière question, je m'en vais. Monsieur Mitterrand, Radio Madrid. Avant de partir demain pour Lisbonne et Madrid, est-ce que vous pourriez risquer un pronostic pour le match de football demain? Ce que je peux vous dire, c'est que je ne pars pas pour Lisbonne et Madrid. Je vais demain à Lisbonne déjeuner, ce n'est pas désagréable, et revenir dans l'après-midi, afin de faire un peu de travail à l'Élysée et d'aller au match final de la Coupe du Championnat d'Europe au Parc des Princes. Et ce n'est que le surlendemain, vendredi, que j'irai pour quelques heures à Madrid rencontrer M. Felipe González d'abord et puis le roi d'Espagne. Voilà donc mon emploi du temps. Je ne fais pas un circuit, je fais 2 voyages et c'est tout à fait volontaire, même si ça me prend un peu plus de temps. Quant au pronostic, ce n'est pas faire une mauvaise manière à l'égard de l'Espagne, dont vous êtes le porte-parole ici, que de dire que je serais quand même assez content de voir l'équipe de France gagner. Mais si c'est l'Espagne qui gagne, je dirais, ben, c'est le meilleur qui a gagné. Merci.